On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, entrevue avec un retraité qui a été longtemps dans le monde des affaires, les objets promotionnels, mais il a été aussi policier, président même du syndicat des policiers, mais aussi le chef de police à la fin des années 80, début 90, Réal Poirier. Mais d'abord, on vous parle de journaux, on vous parle du Canada français Richelieu, bonne nouvelle pour la région. Ça redevient une propriété locale avec, entre autres, Renel Bouchard. Voilà, c'est fait. Le Canada français, le Richelieu, mais de même que 19 autres publications au Québec changent de main. Vous le savez, TC Média Transcontinental avait mis en vente le printemps dernier l'ensemble de ses publications. Quelques-unes ont été vendues et annoncées, mais dans ce qui nous touche ici, dans la région principalement, pour le Canada français Richelieu, mais de façon plus éloignée également, le coup d'œil des Rivières. Avec nous pour en discuter, Renel Bouchard, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous ne les aviez pas vendus? On les avait vendus. Puis là, vous les rachetez. Oui. C'est-à-dire la famille Paradis-Gagnon, surtout, les avait vendus. Mais vous étiez actionnaire aussi du groupe à l'époque. Oui, un peu. Bon, c'est un retour au bercail pour moi. Et, avec mon associé Marc-Noël Ouellette, qui a déjà été le grand patron de tous les journaux de Transcontinental il y a 5-6 ans, on a décidé de retourner dans le monde des journaux. Avec une nouvelle philosophie où on va respecter les régions telles qu'elles sont. Le pouvoir revient des régions. C'est sûr qu'avec une grande corporation comme Transcontinental, c'est un peu normal que les décisions viennent d'en haut. C'est des compagnies qui sont cotées en bourse, sont gérées sur ce modèle-là. Ce n'est pas un modèle qui est naturel pour les hebdomadaires. Alors, nous autres, ce qu'on fait, dans le fond, c'est qu'on veut, dans chacune des régions, on veut un éditeur qui est un leader dans sa région, un leader social, un leader économique, et qui va être en mesure de gérer ces journaux, les journaux dont il a la responsabilité, en fonction des priorités de sa région. Souvent, on entend, à tort ou à raison, mais dans la sphère publique, on dit les médias traditionnels sont en décroissance, principalement les journaux. Bon, oui, les quotidiens, on a vu même la presse qui est maintenant 100% numérique, c'est une question de semaine pour le samedi. Donc, la question que j'ai envie de vous poser, est-ce qu'il y a encore un avenir dans le papier? Est-ce qu'il y a encore un avenir dans les médias traditionnels? Est-ce qu'il y a encore un avenir au niveau des hebdomadaires? Bon, on est convaincu, moi je suis profondément convaincu que la presse hebdomadaire est là pour rester. Elle est profondément enracinée depuis presque un siècle dans toutes les régions du Québec. Et il faut revenir à la vocation première de ce qu'est un hebdomadaire, comme le Canada français à Saint-Jean. On ne peut pas imaginer une communauté qui n'a pas de moyens de communication. Est-ce que vous pensez sérieusement qu'on va faire une élection fédérale, une élection municipale, une élection provinciale, qui va se prendre des grandes décisions à Gaspé, Chicoutimi, Victoriaville, et qu'il n'y aura pas de médias d'information pour animer le débat? D'ailleurs, dans les traits fondamentaux des Québécois, qui ont été recensés à nouveau par Léger dernièrement, on retrouve l'esprit de communauté, qui est un trait caractéristique des Québécois. Et il n'y a pas de communauté qui peut vivre sans moyens d'information. Alors, notre ambition, elle est de continuer de faire ce dont les communautés ont besoin pour s'informer. Qu'on s'informe avec des tablettes, avec des téléphones, avec du papier, c'est sûr que ces choses-là changent. Et nous autres même, on a des produits numériques qu'on va offrir à nos clients. La presse hebdomadaire évolue comme les autres, mais sa fonction fondamentale d'informer est essentielle aux communautés où elle est implantée, puis cette fonction-là va demeurer. Il y a un autre aspect de la presse hebdomadaire qui est fondamental aussi. Un journal comme le Canada français, ça a 3000 clients dans la grande région de Saint-Jean. Il y a 95 de ces gens-là, de ces commerçants-là, qui n'ont pas les budgets ni la volonté de faire affaire avec des agences de publicité puis bâtir des grands programmes de communication. Ils n'ont pas les budgets pour avoir du personnel spécialisé en marketing. Alors, les équipes de vente du Canada français qui vont sur la route, qui rencontrent tous les commerces, on en fait aussi de nos jours des spécialistes de la mise en marché locale et régionale. Et c'est une autre fonction qui n'est pas assumée par personne d'autre. Si vous dites que, évidemment, vous ne voyez pas, et moi non plus d'ailleurs, une communauté sans évidemment, moyens de communication,
Mais est-ce que le modèle publicitaire, parce que des entreprises comme la vôtre et d'autres ne vivent que de 100 de revenus publicitaires. Or, la tarte publicitaire s'est diluée, entre autres, oui, avec le numérique, mais entre autres avec des Facebook et des Google AdWords qui sont de plus en plus populaires. Donc, comment vous voyez votre pointe de tarte à vous là-dedans quand on voit que près de 25 des capitaux publicitaires en ce moment s'en vont en Californie vers des Facebook et des Google de ce monde? Il faut faire une différence entre les budgets publicitaires des grands médias, des quotidiens en particulier, et ce qui se passe dans la presse hebdomadaire. Patrimoine Canada a sorti une étude qui date pas plus d'il y a un an il a fait une analyse sur l'évolution des revenus publicitaires dans la presse hebdomadaire ou la presse communautaire dans la banlieue, dans les grandes métropoles canadiennes. Et la décroissance des revenus dans le papier est de l'ordre de 2 par année sur une longue période, mais 2 par année. Alors, c'est des revenus qu'on est capable de combler avec la publicité numérique. Et d'ailleurs, c'est un de nos rôles de donner accès à nos commerçants locaux, à nos entreprises locales, de leur donner accès à les Google AdWords, Facebook. Et il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de concept publicitaire ou de stratégie publicitaire qui doit reposer sur un média uniquement. Il n'y a pas de stratégie publicitaire efficace qui va reposer uniquement sur Facebook, uniquement sur Google, uniquement sur le papier, uniquement sur la radio, uniquement sur la TV. Les médias, c'est un monde complexe et les bonnes stratégies publicitaires sont basées sur des offres qui sont multiples et c'est ce qu'on va offrir de plus en plus à nos clients. Bon, on le sait, le Canada français est évidemment un hebdomadaire qui est reconnu, qui a tout un historique et qui aussi est un hebdomadaire vendu, ce qui est quand même relativement rare au Québec. C'est un cas assez rare. Est-ce que pour vous, le modèle d'affaires d'un Canada français vendu tel qu'on le connaît depuis fort longtemps, à tous les jeudis, les gens vont au dépanneur ou encore se l'achètent ou s'y abonnent, est-ce que pour vous, c'est encore un modèle d'affaires qui tient la route? À mon avis, oui. La structure rédactionnelle du Canada français est très forte, est intacte, je dirais même, par rapport, malgré le passage à une grande entreprise. Il n'y a pas eu vraiment de réelle coupure à la rédaction. Il y a des journalistes d'expérience, des journalistes qui sont chevronnés. Il faut peut-être rafraîchir un peu la mise en marché du produit, mais le produit de l'information comme tel, au Canada français, est encore solide. Il faut peut-être actualiser aussi les moyens de diffusion. C'est sûr qu'on va s'attaquer à cette tâche-là. Mais pour vous, il n'est pas question de voir un jour un Canada français être publié à l'intérieur du Publisac, là? Non, pas du tout. La structure rédactionnelle du Canada français, c'est quelque chose d'unique, de très fort. Et ça, les gens ne savent pas ça beaucoup parce que si le Canada français n'était pas vendu comme il l'est en ce moment, il n'y aurait pas, en bout de ligne, la même qualité et le même nombre de journalistes. C'est clair, c'est clair. Et ça, les gens ne le savent pas nécessairement. C'est ça. Il faut le répéter. Peut-être qu'on le dit pas assez, mais c'est sûr que les quelques sous qu'à chaque semaine, le lecteur du Canada français débourse pour son édition, ça nous permet d'avoir 2 fois plus de journalistes que n'importe quel journal gratuit, de faire une meilleure information, de fouiller plus. C'est pas facile en région. Ce modèle d'affaires-là il a été abandonné à beaucoup de régions, mais à Saint-Jean, ça a toujours été un succès. Ça l'est aussi à Saint-Hyacinthe. Puis on pense que la ville est assez dynamique pour continuer de supporter ce modèle-là. Bon. Vous avez parlé tantôt de support numérique. Et je sais même, ici, dans la région, plusieurs le disaient, ouais, bon, le Canada français, on l'a en papier. On l'a aussi en format Internet, mais devant un ordinateur. On ne l'a pas en téléphone ou en tablette. On peut lire le web, mais ce n'est pas comme l'édition qu'on paye. Est-ce qu'un jour, selon vous, est-ce qu'on va avoir un Canada français sur un modèle d'abonnement, mais un peu comme le Devoir, avec une application sur support tablette ou téléphone, où les gens vont payer, oui, mais auront, dans le fond, le même contenu qu'on voit dans la version papier qui est vendue? Les supports, c'est quelque chose qu'on remet en question constamment dans notre métier d'éditeur. On l'a fait dans le passé, on va continuer à le faire. Mais je ne suis pas entiché de la tablette au même niveau que peuvent l'être d'autres médias. Premièrement, il faut être conscient que la tablette, c'est un médium qui est en perte de vitesse. C'est le téléphone qui... Et quand vous décidez de publier votre média uniquement sur la tablette, vous faites fi en partant de 50 de la population qui n'aura pas accès à votre média. Alors, il ne faut pas venir fou avec ça, là.
La tablette atteint une certaine clientèle, le téléphone atteint une autre clientèle. Et il y a un autre aspect de la question que je voudrais vous souligner. Le Canada français, c'est un hebdomadaire. Et dans ma conception des choses, ça va rester un hebdomadaire. Et bien évidemment, il y a des nouvelles qui n'ont pas une longue portée dans le temps, qui vont continuer d'être diffusées. Sur le web. Sur le web. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais l'information fouillée, elle doit venir de façon hebdomadaire. Une des erreurs qui a été faite chez Transcontinental en particulier, c'est de ne pas faire de distinction entre un quotidien et un hebdomadaire. Les quotidiens sont en très mauvaise posture devant les nouvelles sur Facebook instantané, devant les nouvelles continues en 24 heures à la télévision. C'est un univers qui est beaucoup plus difficile pour les quotidiens nationaux. C'est un univers médiatique qui est très concurrentiel et le papier a de la difficulté plus à vivre là-dedans, malgré que la presse du samedi est encore rentable. Il l'élimine pour des raisons philosophiques, mais c'est un médium qui est encore rentable. Mais le Canada français n'a pas l'ambition de devenir un quotidien. Puis c'est pas un quotidien qu'on va faire, c'est un hebdomadaire. Évidemment, depuis le début de cette entrevue, on parle beaucoup du Canada français Richelieu parce que ce sont les publications qu'on connaît ici. Mais vous avez également 19 autres publications et un site Internet sur lesquels... C'est quand même une grosse transaction. En fait, c'est la plus grosse transaction dans la vente des hebdos de TC. Parce que TC en a vendu un peu à gauche et à droite là, depuis quelques mois. Mais là, on parle d'un bloc de 21 publications qui inclut Canada français Richelieu. Quelles sont les 19 autres? Les régions touchées, en fait? En fait, on devient la plus grosse organisation de presse hebdomadaire indépendante au Québec. On a la région de la Mauricie. Oui. On a la région de Victoriaville-Plessisville. On a la Beauce. On a 4 publications en Beauce, 5 en Mauricie, 3 dans la région de Victoriaville-Plessisville, 4 en Beauce. On a le marché aussi de Thetford Mines. Ensuite, on a la région de Magog-Quaticook. On a la région de Granby-Cowansville-Farnham. Et ici, il y a aussi Napierville, Napierville, oui. Qui est tous les anciens journaux du groupe Le Canada français. En même temps, c'est les anciens du groupe Le Canada français. Oui. Et vous avez aussi un site Internet. Oui, on a fait l'acquisition du site Internet inmemoriam.ca. C'est le plus gros site Internet au Canada d'avis de décès. Alors, quand quelqu'un... c'est aussi un endroit où on peut avoir un mini-site web pour... mettre en valeur les qualités de quelqu'un qui est cher, qui est d'un être cher, qui s'en va. En terminant, en quelle année aviez-vous vendu le Canada français 2011. avec la famille Gagnon et Paradis? Donc 2011. Oui. Là, on est en 2017. Sur le plan plus personnel, qu'est-ce qui fait que vous avez encore le goût de vous investir dans un projet comme celui-ci? Bien, je crois à la presse hebdomadaire régionale. Je n'ai jamais lâché, je n'ai jamais cessé de travailler dans le domaine des journaux. À Saint-Jean, c'est une entreprise qui est peu connue, mais avec mon associé Marc Ouellette, on a une entreprise qui s'appelle Les Cahiers du textuel. On a une quinzaine de rédacteurs à plein temps qui travaillent pour nous autres à Saint-Jean. Et c'est une entreprise qui produit des cahiers spéciaux pour l'ensemble. Tous les hebdomadaires francophones du Québec sont abonnés à notre service. Alors, si vous voyez, par exemple, un cahier publicitaire sur l'automobile, avec les nouveaux modèles de l'automobile, il n'y a pas 50 hebdomadaires qui vont envoyer un journaliste à Détroit pour le lancement des nouveaux modèles. Nous, on va envoyer quelqu'un à Détroit au lancement des nouveaux modèles et on va faire un cahier que tous les hebdos qui sont abonnés à nos services peuvent utiliser. Alors, on a continué à développer ça et parallèlement à ça, on a développé beaucoup de services numériques. Par exemple, la plupart des sites Internet des hebdomadaires indépendants utilisent une plateforme web pour leur journal, qui est la nôtre. Il y a plusieurs services comme ça. René Bouchard, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Merci. Au plaisir de se revoir bientôt. Tout à fait. Reste avec nous au retour. On reçoit un retraité, mais très actif. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de football et de hockey d'antan. Oui, avec Monsieur le maire de Saint-Sébastien, Martin Thibert, et l'informateur joannais William Julien. Et sa casquette. Manquez-moi ça.
Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Le regroupement des travailleurs autonomes du Haut-Richelieu a eu l'excellente idée de nommer et d'inviter Réal Poirier. Il se définit aujourd'hui comme un ex-entrepreneur à la retraite. Il a été dans le monde des affaires. Il a été aussi longtemps policier, directeur, chef de police ici à Saint-Jean il y a quelques années. Il est avec nous, Réal Poirier. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Donc, officiellement retraité depuis la vente de l'entreprise en 2009. En 2009. Et de 2009 à aujourd'hui, de quelle façon est-ce que vous occupez votre temps? Oh, j'essaie à bricoler un peu à la maison, m'entretenir ma piscine, mon terrain. C'est à peu près tout. Bon. Vous avez pris votre retraite de la police en quelle année? En 1991. 91. Donc, ce qui veut dire que de 91 à 2009, vous avez eu comme une deuxième carrière dans le monde des affaires. Et en résumé, ça ressemblait à quoi, là, de 91 à 2009? Oh, disons que j'ai fait beaucoup de choses. J'ai vendu des systèmes d'alarme. J'ai travaillé pour le salon funéraire Desrochers. C'est vrai, c'est vrai. Plusieurs années. J'ai été aussi sur le bureau de direction du centre de bénévolat. Et puis mon entreprise comme distributeur d'articles promotionnels. Bon. Et ça, vous avez fait ça pendant combien d'années, la distribution d'articles promotionnels? Oh, une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années. Oui. Mais déjà, même au moment où vous étiez policier, puis on le sait, c'est pas un secret pour personne, parce que souvent, on le sait, hein, les policiers, bon, ils ont leur boulot à temps plein, mais des fois, ils ont des petits business à côté. Certains, ils vendent des bouteilles d'eau, du chauffage. Bon, tu sais, on pourrait faire la liste, mais même dans votre cas, quand vous avez commencé votre carrière dans le monde de la police, vous aviez eu, je pense, dans les années 60 ou 70, une entreprise aussi. Oui, de 66 à 76. Et c'était quoi à l'époque? C'était une sérigraphie. OK. Puis là, à un certain moment, vous vous êtes départi de ça. Vous avez vendu ça à Guy Labrie à l'époque? À l'époque. Qui est un autre policier? Qui est un autre policier. Ouais, il était vendeur pour moi à ce moment-là. OK. Et puis en 76, disons, à cause de maladie aussi, j'ai vendu. Bon. Et de 76 à 91, est-ce que vous étiez vraiment uniquement dans votre carrière de policier ou de directeur? Oui, disons que de 76, disons qu'en 78, j'ai été nommé lieutenant. Oui. Et puis là, j'ai lâché le syndicat parce que j'étais président du syndicat. Ah oui, c'est ça, vous étiez président du syndicat. Donc, un président de syndicat qui est devenu chef de police. C'est ça. Alors, en 78, je suis devenu lieutenant. Et en 83, je suis devenu inspecteur en charge de la gendarmerie. 85, directeur adjoint. 87, directeur lorsque M. Poisson a pris sa retraite. De 87 à 91. Oui. Bon. D'ailleurs, ça, je trouve ça intéressant parce que moi, souvent, les gens me disent, souvent, un bon président de syndicat, ça fait souvent un bon boss. Ça fait souvent un bon patron parce qu'il a connu les deux côtés de la médaille. Il a défendu ses membres pendant X nombre d'années, mais là, après ça, c'est de l'autre bord parce que là, vous négociez des conventions collectives. Là, c'est l'autre côté. Hein? C'est juste assis de l'autre bord de la table, c'est tout. Ouais. Comment vous avez trouvé ça, ces deux expériences-là? La présidence de syndicat pendant quelques années, puis la direction du service de police de l'autre? Bien, disons que moi, j'ai bien composé avec ça, parce que disons que les policiers qui étaient syndiqués, qui me remplaçaient, disons, à la tête de la direction de l'association, bien, disons que je les connaissais avant. Ouais. Alors, disons qu'on travaillait ensemble, puis il n'y a jamais eu de problème. Parlez-nous un peu de votre parcours, parce que vous êtes né en 1938. On ne dira pas votre âge, mais on va calculer. Bon, ça fait 79 ans. Ça fait 79 ans, bien sonné. Vous avez étudié chez les Frères Maristes dans Notre-Dame Auxiliatrice. Oui. Bon. Puis après ça, vous vous êtes dirigé au séminaire Saint-Jean et à l'École des arts et métiers pour finir à l'École technique de Montréal. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous êtes rentré au séminaire, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Moi, j'ai été 2 ans au séminaire. J'ai fait seulement 2 années, parce que, disons qu'au bout de 2 ans, disons que je n'étais pas bien fort dans le latin puis dans le grec. C'est-à-dire? Alors, disons que j'aimais mieux m'en aller aux arts et métiers, apprendre un métier. Et puis, à ce moment-là, il y avait 2 cours qui se donnaient, le cours de métier de 2 ans puis le cours technique 4 ans. OK. Alors, moi, j'ai pris le cours technique.
qui se donnait 3 ans à Saint-Jean, puis à la 4e année à l'École technique à Montréal. Et ça, c'était pour devenir Menuisier charpentier. menuisier charpentier. Bon, parce que quand on lit votre parcours, aussi probablement beaucoup plus jeune, vous avez déjà été cadet au golf, Oui. glacier au Théâtre impérial et Placier. serveur. Placier, pardon. C'est mes lunettes qui font défaut. Il faut que je les change. Placier au Théâtre impérial. Je trouvais ça drôle aussi, glacier. Placier au Théâtre impérial et serveur au bar. Donc, des expériences probablement quand vous étiez quand même assez jeune. Oui, bien, disons qu'à l'âge, disons, de très jeune, j'ai commencé à travailler comme waiter à Riviera, à Saint-Paul. Tu n'as Bon. sûrement pas connu ça, toi. Non, moi, je n'ai pas connu ça. Riviera, Saint-Paul, après ça, chez Roger Gosselin, à Saint-Paul. À l'hôtel Richelieu. Avant ça, j'ai travaillé au Hôtel Windsor, OK. au Hôtel Richelieu. Puis après ça, je suis rentré dans la police. Bon. Puis dans la police, bien, c'est arrivé aussi que j'ai été remplacé le doorman au club social, au Fontainebleau, puis à l'Hôtel Chalet à Saint-Luc. OK, pendant que vous étiez policier en début de Oui. carrière? Oui. OK. Mais qu'est-ce qui fait qu'un gars qui a fait ses études ici dans le coin, qui veut devenir charpentier, menuisier, travaille dans les bars, comment ça se fait que vous vous êtes ramassé dans la police? Bien, disons qu'à ce moment-là, là, on recule pas mal. Là, disons on recule dans les années 58, 59. C'est que la construction, l'hiver, ça ne fonctionnait pas bien, bien. Alors, lorsque le dernier chantier que j'ai travaillé, c'était à l'agrandissement de l'Hôtel Richelieu. Alors, je travaillais pour le contracteur Romé Brault dans le temps. Il me dit, M. Brault, le lundi, il est réel, et il dit, on finit le chantier ici le vendredi, puis il dit, j'ai pas d'autre contrat pour toi pour l'hiver. Si tu trouves un job ailleurs, il dit, prends-la, dépêche-toi. Alors, je savais que l'hôtel, en étant plus grand, on avait besoin de waiter. Je suis rentré en dedans, j'ai été voir le gérant, M. Joe Boirin. J'ai offert mes services. Ça donnait bien. Son waiter, la semaine, venait de partir. Fait que tout de suite, le lendemain matin, j'ai commencé à midi jusqu'à la fermeture, 5 jours par semaine. OK. Puis comme ça allait bien, bien, disons que j'ai continué là-dessus en attendant de rentrer dans la police. Bon. Et pourquoi vous êtes rentré dans la police? Bien, disons que je voulais, disons, complètement changer de domaine, parce que ça faisait assez longtemps que je travaillais dans l'hôtellerie, je commençais à être écœuré. Je voulais avoir un job sûr, stable. Alors, c'est pour ça, mon frère me dit, mon frère était policier, lui, ici. Oui. Il dit, on vient de rentrer le syndicat, ils vont être obligés d'engager 6 policiers. Si tu veux rentrer, fais l'application, c'est le temps. C'est ce que j'ai fait, puis j'ai été retenu. Et quand on voulait devenir police dans ces années-là, il demandait quoi? Oh, pas grand-chose, parce que tu n'avais pas l'Institut de police de Nicolette dans le temps. C'est ça. Alors, disons qu'en autant que tu étais en bonne santé, tu mesurais au moins 5 pieds 8, puis que tu avais un beau passé chez une tiers, ça pouvait aller. Aïe, aïe, aïe. OK. Donc, c'était ça dans le temps. Ben, c'est ça dans le temps. Il te remettait un livret de ticket, une batch, puis un revolver, puis tu te spannais avec un autre gars, puis il va te travailler, mon homme. Le vieux va te montrer travailler. Ça s'apprenait sur le tas. C'est de ça. Puis à partir de quand ça a commencé à changer? Là? Même quand vous avez quitté comme directeur en 91, évidemment, les paramètres d'accès étaient beaucoup plus complexes que dans les années 60 et ils le sont probablement encore plus aujourd'hui. Oui, disons que même lorsque j'ai été nommé directeur en 87, la loi de police avait changé, puis on exigeait, disons, le certificat en gestion policière qui se donnait à l'Université du Québec à Trois-Rivières, que j'avais suivi, et que j'étais le seul à Saint-Jean qui avait suivi. Alors, j'ai eu le poste. Mais quand vous regardez ça avec le recul, pour vous-même avoir été directeur du service, puis vous dites, aïe, 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 dans les années 60, c'était comme ça qu'on embauchait les policiers. C'était comme ça. C'est incroyable, pareil. Ouais, c'est bien différent aujourd'hui. C'est une autre époque. Oui, c'est Une autre époque. Mais c'est quoi le fil conducteur chez Réal Poirier entre la carrière dans les bars et l'hôtellerie, la police, / le syndicat et la direction, et après ça, le monde des affaires et des objets promotionnels jusqu'en 2009? C'est quoi la ligne? C'est quoi qui vient attacher tout ça? Mon gros principe, c'était aider le monde. Quand je suis rentré dans la police, c'était considéré, ça s'appelait le service de police. Ouais. Le mot le dit, service. Pour servir. C'était pour servir.
Donc, pour vous, que ce soit servir dans les bars, servir dans la police ou servir des gens qui ont besoin d'objets promotionnels. Qui, pour moi, est une des meilleures publicités que tu n'as pas. Parce que c'est une publicité qui ne coûte pas cher et qui dure. Tout à fait. Des crayons, toutes sortes de trucs, des casquettes. C'est ça. Un calendrier, tu le mets sur ton mur, il dure 1 an, tu sais, cette publicité. Ça ne coûte pas cher. Oui. Et là, maintenant, qu'est-ce que là, vous dites, bon, depuis quelques années, vous vous occupez un peu ou faites encore un peu? Parce que je présume que si vous aviez suivi un cours pour devenir menuisier, charpentier, donc vous deviez avoir quand même ce talent-là de travailler de vos mains. Oui, j'ai toujours continué à entretenir ma maison le mieux possible. Oui. Mais je n'ai pas pris de chantier. Non, pas pris de chantier. Et là, dans le fond, quand le regroupement des travailleurs autonomes du Richelieu vous a nommé, parce que vous avez fait aussi un petit discours devant ces gens-là, qu'est-ce que vous leur avez raconté? Bien, disons, un peu mes expériences de vie et d'entreprise. Bon. Et c'est quoi le principal conseil que vous donnez à ces gens-là, à ces travailleurs autonomes là, qui vous ont écouté? Bien, disons qu'il faut travailler. Le travail, c'est très important. Et la ténacité. C'est des choses que si tu n'es pas tenace, puis si tu ne travailles pas, tu vas manquer la chose. Réal Poirier, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Au plaisir, merci. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Mercredi, le 15 novembre, au nouveau domaine Trinity, dans le secteur Iberville, ce sera l'Assemblée générale annuelle de la Société de développement du Vieux-Saint-Jean. On va vous présenter dans les prochaines semaines des extraits des travaux du Conseil. Le premier Conseil avec les nouveaux élus, c'est le 20 novembre. Mais entre-temps, on vous présente ces semaines-ci un résumé des discours de victoire de dimanche dernier à l'élection municipale de Saint-Jean-sur-Richelieu. N'oubliez pas le télébingo, 4 000 $ en prix chaque semaine. Bye-bye.